ضمت لنا Je dois aller commencer bien avant donc Jésus-Christ, et c'était les premiers qui avaient commencé à faire ça. C'était beaucoup plus les Égyptiens, grâce à la momification des cadavres. Ensuite, il y a eu plusieurs ères qui ont succédé, donc il y a eu des Perses, il y a eu des années. Oui, alors, tenez le micro, Heda, puis une chiche, les baffes. Je ne peux pas crier beaucoup. Bah, on a un. On va tout faire marcher, tiens. J'ai essayé, moi je sais pas, peut-être que je suis maladroite. Oui, mais même là, donc là, il faut que je crie. En principe, qui s'en donne, c'est de la télé, sinon on peut le. J'ai mis le volume au max. J'ai mis tout au max. J'ai tout tripoté. Donc crier pour crier, j'ai pas encore envie d'avoir. Là, vous entendez un peu mieux? Oui. Donc on avait fait. Et on avait fait donc une petite introduction de l'anatomie pathologique. On avait un petit peu abordé l'historique beaucoup plus. On avait dit que c'était à travers donc plusieurs décennies que la matière s'est développée. Donc il y a eu grâce aux dépôts égyptiens, ensuite il y a eu les Perses, ensuite il y a eu l'école de Ibn Sina, et ensuite il y a eu la dernière ère, c'était l'ère de Virchow qui avait commencé quand même à avoir le premier manuel en anatomie pathologique. On avait donné une petite définition de l'anatomie et on avait dit que l'anatomie pathologique était une science qui s'intéressait aux modifications donc morphologiques, c'est-à-dire tout ce qui est macroscopique, tout ce qui est vu à l'œil nu, et tout ce qui est microscopique. Donc la morphologie, c'est la macroscopie et la microscopie. Donc on essayait de définir comme ça les lésions qui touchaient la cellule. Donc ce sont les lésions apportées par la maladie à la cellule. Donc la maladie, il y a plusieurs types de maladies. Il peut y avoir soit de la maladie inflammatoire, donc qui est due à un processus inflammatoire, ou alors des maladies qui sont dues à des modifications hormonales ou dystrophiques, tout ce qui va rentrer dans le cadre des dystrophies, et bien sûr à la maladie cancéreuse, donc tout ce qui est au processus tumoraux, qui soit bien sûr malin et non cancéreux, ou alors même dans le cadre des dystrophies bénignes et des transformations par des processus bénins. Donc c'est comme ça qu'on avait défini, et aujourd'hui on va voir les bases élémentaires en anatomie. Donc en introduction, on va un petit peu définir le travail du médecin pathologiste ou du médecin anatomopathologiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait le médecin anatomopathologiste? Donc, dans son quotidien, dans le quotidien d'Yama, qu'est-ce qu'on est amené à voir? On est amené à analyser différents prélèvements. Donc, différents types de prélèvements, ce qui veut dire qu'il y a différents types de matériel. Donc, un matériel qui soit cellulaire ou tissulaire. Donc, on est amené à avoir des fonctions biopsiques, on est amené à avoir des tumorectomies et même parfois des pièces opératoires. Et là, quand on analyse les différents types de prélèvements, on est amené à poser un diagnostic. Donc, nous avons un objectif. Donc l'objectif de l'anatomopathologiste ou du pathologiste est de poser un diagnostic. Nous avons donc toujours le souci constant de fournir un diagnostic lésionnel. Donc on va parler de la lésion, donc on va fournir un diagnostic lésionnel, donc on va préciser quel type de transformation, quel type de modification ont touché cette cellule ou cet organe, et bien sûr, de là, on doit déduire, on devrait arriver par un certain raisonnement grâce aux renseignements qui ont été fournis par le radiologue, par le biologiste, par le clinicien, arriver à poser
un diagnostic. Donc, on arrivera dans le cadre où il y a un processus tumoral de dire s'il y a effectivement production excessive, donc processus tumoral évolutif, on doit le typer. Est-ce qu'il est de type lymphoïde? Est-ce qu'il est de type mésenchymateux? Est-ce qu'il est de type carcinoïde, etc. Est-ce qu'il est osseux? Et bien sûr, on essayera aussi d'évaluer les caractéristiques de cette lésion, essayer aussi de la typer, essayer aussi de la grader. Pourquoi on devrait la grader? On la grade dans un but déjà de pronostic, d'une part, et d'autre part, ce sont des informations additionnelles qui vont nous permettre donc d'avoir une idée, de donner un préambule de la prise en charge thérapeutique. Parce que nous avons certains éléments qu'on devrait faire sur cette lésion qui pourraient nous déterminer le stade, le grade. Quand on parle d'un grade, quand on parle d'un stade, on sous-entend par là un certain pronostic de la maladie et évidemment une prise en charge. Donc tout ça est le souci du pathologiste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est amené donc à faire? Qu'est-ce qu'on est amené à voir et à faire? Donc on peut avoir plusieurs prélèvements qui arrivent par jour. On peut avoir une vésicule biliaire, on peut avoir une rate, on peut avoir une jambe, on peut avoir un sein, on peut avoir un coulant, on a plusieurs types. Et par la même occasion, je vous invite des matinées de passer au labo d'Anapat par des petits groupes de 5 pour voir comment on travaille. Donc pour ce faire, nous avons des méthodes, donc ce sont des techniques. Donc, pour arriver à avoir des lacs, examiner nos lacs, on a plusieurs techniques à faire. Donc on doit faire d'abord un examen macroscopique de nos prélèvements et ensuite on a des machines, nous avons des colorants, nous avons des réactifs qui sont des solvants et des dissolvants qui vont nous permettre de traiter ces prélèvements tissulaires ou liquidiens, parce qu'on est amené aussi à avoir parfois des liquides, quand il s'agit d'épanchements péritonéaux, des épanchements pleuraux, tous les liquides peuvent arriver chez nous et devraient nous permettre à poser un diagnostic. Donc nous avons des méthodes de cuisine, des méthodes techniques qui nous permettent de voir, d'analyser. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les techniques en anatomie pathologique. Je vais vous expliquer progressivement. On va essayer même de montrer des petites diapos aussi, bien sûr, le data show celui-ci. Évidemment, on essayera peut-être de vous faire des TP en finissant la première partie. On essayera de vous programmer des TP. Donc, nous avons certaines techniques qui sont faites manuellement, d'autres qui sont effectuées grâce à certaines machines et bien sûr des colorations. Pour ça, il faut savoir que nous, la technique standard de coloration de l'anapath est l'Emana Elusi. Donc c'est une coloration standard qui nous permet de colorer le cytoplasme en rose grâce à l'éosine. L'éosine va colorer le cytoplasme en rose et l'Emana, lui, va colorer le noyau, donc les acides ribonucléiques en bleu. Et bien sûr, on a aussi d'autres techniques complémentaires qui sont les examens histochimiques. Exemple, le PAS, c'est-à-dire l'acide périodique de Schiff, le BA qui est le bleu alcyon, qui sont des colorants qui vont nous permettre de mettre en évidence certaines substances des mucides intracytoplasmiques. Vous savez très bien, vous venez de faire votre module d'histologie, et vous savez par exemple que dans le tube digestif, les cellules du type digestif, ce sont des cellules de type cylindrique haute. Et elles ont un cytoplasme qui est très abondant et qui est riche en sucre. Il y a des sucres gastriques, par exemple, au niveau de l'estomac. Et bien sûr, il y a aussi des mucides qui nous permettent de colorer. Toutes ces techniques-là nous permettent d'avoir quand même une idée de l'approche du tissu, surtout quand il s'agit d'un tissu rapporté ou de métastase. C'est une manière de guider le diagnostic. Donc, le pathologiste, il doit faire une analyse multiparamétrique. Nous avons plusieurs paramètres
auxquels nous nous intéressons, lesquels on doit bien chercher, on doit les rechercher d'une part. Une fois qu'on les recherche, on les additionne, donc c'est une étude, une analyse multiparamétrique, de laquelle devrait découler donc un diagnostic avec un groupe de maladies qui rentrent dans un cadre nosologique bien précis. Et bien sûr, cette maladie qui rentre dans un cadre nosologique bien précis, elle doit obéir à un certain arbre décisionnel de la prise en charge et de la thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc en définition? Qu'est-ce que c'est que l'anapath? Il s'agit de faire des examens macroscopiques et histologiques. Donc d'abord, on va s'intéresser à l'aspect macroscopique. Oui, il fait un semblant de... Donc on doit s'intéresser à un examen macroscopique, à tout ce qui voit l'œil. Donc on se dit, on doit mesurer, on doit peser, on doit dire est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est blanchâtre, est-ce que c'est orange. Tout ça est important pour nous. Est-ce qu'il y a de la nécrose, est-ce qu'il y a de l'ischémie? Tout ceci est très important. Et bien sûr, ensuite, on fera un examen histologique grâce à la microscopie, que ce soit de la microscopie optique ou une microscopie électronique, qui va nous permettre de d'élucider, d'étudier, d'examiner les caractères ultra-structural et biomoléculaires de la cellule, et ainsi, on va finir par poser un diagnostic de la maladie. Donc, je reviens à ma première définition que je vous ai donnée il y a 2 semaines de ça, que l'anatomie pathologique est l'expression de la maladie apportée aux cellules et aux tissus. C'est comme ça qu'on arrive à la définir. Alors, pour poser le diagnostic anatomopathologique, comment se fait le diagnostic anatomopathologique? Le diagnostic anatomopathologique, il doit découler d'une cascade. Donc, c'est une série interdépendante l'une de l'autre. Donc, il faut bien faire la première étape pour aboutir à la dernière étape. Si on fait mal sa première étape, on aboutira très mal à la conclusion. Donc, ce sont des... Voilà, c'est un enchaînement parfaitement. Donc, c'est un enchaînement d'une multitude de techniques qui doivent se suivre l'une après l'autre en respectant le temps et en respectant la manière de faire. Donc, c'est bien codifié qui vont nous permettre d'arriver au but. Et pour ça, nous avons d'abord la première étape qui est l'étape du prélèvement. Le prélèvement, il se fait où? Il se fait chez le clinicien, chez la sage-femme, chez le pédiatre, chez le radiologue, c'est-à-dire la personne qui est en quête de diagnostic, qui est devant, chez laquelle le patient a consulté. Donc ça peut être une échographie dans laquelle on a découvert une masse, par exemple, et on doit faire une biopsie, une ponction biopsie écho-guidée. Donc, là, c'est le préleveur. Donc, le préleveur, c'est lui qui est la première personne chargée du diagnostic. Et pour cela, donc, il doit bien faire son geste. Le geste doit être bien fait. Et il doit être impérativement accompagné par une fiche de renseignement. Donc, les renseignements sont très importants. Il faut accompagner toute demande d'examen anatomopathologique par une fiche de renseignement dans laquelle on devrait mentionner le nom, le prénom, donc le sexe est très important, l'âge du patient et tous les renseignements radiographiques, les renseignements biologiques, si on fait une ponction biopsie de moelle, il est impératif de donner devant une anémie, il est impératif de donner les détails de la formule numération sanguine. Si on n'a pas la formule numération sanguine, on ne peut pas examiner une ponction de moelle. Donc il faut donner tous les renseignements. Il faut avoir aussi des renseignements radiographiques. Quand il s'agit d'une masse, il faut dire est-ce que c'est une masse qui refoule les organes, est-ce que c'est une masse qui est nécrosée, est-ce que c'est une masse qui est largement vascularisée. Il faut donner tous les renseignements. Une fois que ce prélèvement accompagné de son temps arrive en anatomie pathologique, on va procéder à l'examen à l'étape
Donc l'étape macroscopique, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est une étape qui est très importante, qui devrait nous permettre donc de décrire. Tu veux faire quoi? Fais-le, viens. Et essaye, viens, tu peux venir. Si tu peux le faire, vas-y. On essaie, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est la lumière? Donc c'est une étape. Non, je crois que c'est le problème, c'est. On le voit, mais on le voit très difficilement. Je sais pas. Hein? On voit rien. Je sais pas, je pense que c'est le cas. Hein. Bon, il faut aller se plaindre à l'administration. Vous avez des délégués ici? Quel est des délégués? Non. Vous êtes le délégué. Pour vous plaindre que vous avez de gros soucis avec le micro et avec le câble, ça ne marche pas. Donc l'étape de la macroscopie, quand la pièce arrive au niveau du prélèvement, on doit impérativement la décrire, la peser, la mesurer et on doit la fixer, on doit la couper, on doit la fixer. Ensuite, on fait passer dans les machines. C'est dommage parce que si vous ne voyez pas des photos, vous ne pourrez pas comprendre grand-chose. Donc on doit après passer dans les machines. Donc imaginez-vous que vous avez une grosse pièce acidatique ou un milieu utérin qui fait 500 grammes, il faut le mettre sur des lames de verre. Hein. Donc il faut le couper comme la pellicule de l'oignon, hein, aussi fin. On a des rubans comme la pellicule de l'oignon qu'on doit étaler sur les lames, colorer et regarder au microscope. Donc il est impératif qu'on fasse un très bel examen macroscopique qui doit être minutieux et on doit couper à une épaisseur de 2 mm. Les prélèvements qu'on doit laisser fixer dans le formol. Le formol à 10% est conseillé pour notre fixation, c'est le fixateur idéal. Il y a eu plein de fixateurs au préalable que nous avons abandonnés. Nous avons plusieurs types de fixation, on va les voir. Mais le fixateur idéal reste le formol à 10% parce qu'il permet de faire tous les examens complémentaires. Ensuite, ces prélèvements, on les met dans des petites cassettes qu'on laisse fixer. Et on doit ensuite les mettre dans un appareil qui est l'appareil de déshydratation déclinant qui va nous permettre de déshydrater de l'eau grâce à des bains de xylène et des bains dont nous avons des dérivés de toluène et des solvants, de l'alcool qui vont nous permettre de déshydrater ces prélèvements tissulaires. Ensuite, on doit les désalcooliser. Ensuite, on doit les mettre en inclusion dans de la paraffine et on va faire ainsi la confection de blocs de paraffine. C'est-à-dire que le petit prélèvement de 2 mm que j'ai coupé va être mis dans des petites cassettes. La prochaine fois, j'essaierai de vous ramener des petites cassettes pour que vous les voyez. Et ça va me permettre d'avoir des petits... en fait, vous devriez avoir des TD. Vous savez. Donc, il faut vous battre pour avoir les TD. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Dans un coup, vous n'allez pas tout saisir. Et puis, après, d'absent en plus, comme toujours. Ou vous êtes tous là et vous faites un bruit insurmontable, ou la moitié est absent. Bon, je préfère que vous soyez plus comme ça, mais moins de bruit, parce que la compréhension, elle reste la même. Donc après, l'inclusion va nous permettre donc, de confectionner ces petits blocs de paraffine et on va débiter, grâce à certains appareils qu'on appelle des microtons, à débiter le bloc de paraffine qui va nous permettre d'avoir des petits rubans de prélèvement qui sont de l'ordre de quelques microns, de 2 à 3 microns. Donc ils sont exactement quelque chose comme ça, on va être peut-être quelque chose comme ça. Qu'on doit mettre sur les lames, qu'on doit étaler grâce à de l'eau oxygénée sur les lames. Ensuite, on va les colorer. La coloration standard, je l'ai dit, c'est quoi? C'est émalin-elsie, qui est la qui est la coloration de routine. Cette coloration va nous permettre donc de voir l'aspect tissulaire et l'architecture de la lésion déjà. Ensuite, on fait un montage de cette lame grâce à une lamelle qui va nous permettre surtout de protéger, c'est surtout pour protéger le prélèvement pour qu'il ne se décolle pas. Et on passera ensuite à l'étape de la lecture qui va nous permettre donc sur le microscope de voir les lésions, de les décrire
et de poser notre diagnostic. Donc, comme je vous ai dit, la première étape était le prélèvement. Le prélèvement, ceci concerne forcément le préleveur qui va nous envoyer la pièce et ça va arriver chez nous. Donc, la première étape reste l'étape de la fixation. Qu'est-ce que c'est que la fixation? Quelle est l'importance de la fixation? Il faut savoir que la fixation est l'étape la plus importante. C'est une étape qui est primordiale et essentielle pour tout prélèvement anatomopathologique parce que c'est le début d'un bon diagnostic. Si on veut faire un bon diagnostic, eh ben, il faut faire une bonne fixation. Parce que c'est cette bonne fixation qui va déterminer la qualité de l'examen en lui-même. Donc la qualité de l'examen en lui-même dépend essentiellement et uniquement de la fixation. Les fixateurs, on a dit, il y en avait plusieurs, mais actuellement, tout le monde convient dans le monde entier que le meilleur fixateur reste le formol à 10%. Cette qualité de fixateur, elle doit être respectée partout. Quand on veut déterminer la qualité d'un examen et la rapidité d'un résultat, il faut obéir à l'étape de la fixation. C'est un moyen qui est technique. Un moyen technique, il est physique ou surtout chimique en fait. Le formol, c'est surtout chimique. Mais sachez qu'il y a eu auparavant plusieurs techniques. Donc pour nous, le moyen, c'est chimique, c'est du formol à 10%, qui permet, c'est le meilleur fixateur chimique, qui permet au mieux de garder les cellules à l'état naturel, enfin à l'état vivant, tel qu'ils étaient dans le corps humain. C'est-à-dire qu'ils vont les garder sans faire, il y aura des petites modifications, mais elles sont minimes. Donc, le formol, il permet la conservation des structures tissulaires et cellulaires à un état aussi proche que possible qu'ils étaient à l'état vivant. Voilà. Parce que si on enlevait une pièce opératoire pour la laisser à l'air libre, eh ben, elle va se dégrader, elle va se décroiser. Donc, il faut la garder dans du formol. Donc, qu'est-ce qu'il fait le formol? Eh bien, le formol, il fige, il fixe. Il va figer comme si on prenait une photo, une image instantanée, comme on faisait avant avec les photos des appareils photo. Eh bien, il va figer l'image telle qu'elle est. C'est-à-dire que la structure tissulaire, une fois qu'elle est plongée dans le formol, elle va rester à cet état, à l'état même. Il n'y aura pas de modification, il n'y aura pas de modification. Par quel procédé ça se fait? Eh bien, c'est par un procédé de coagulation des protéines. Donc, vous savez qu'il y a des protéines dans le tissu, c'est un muscle, il y a des protéines, il y a des acides aminés. Eh bien, le formol, il a cette capacité, grâce aux cristaux formolés, ça va procéder vers une coagulation des protéines. Et cette façon de dénaturer, de précipiter les protéines, elle va former donc une éponge. Donc une fois qu'ils sont coagulés, il y aura comme s'il y avait une éponge ou un filet qui va contenir les constituants de la cellule. Il n'y aura pas un phénomène d'osmose, il n'y aura pas un phénomène de passage des constituants cellulaires vers l'autre milieu. Donc ça va solidifier un petit peu, et c'est comme ça on va avoir très peu de dégâts. Donc il y aura des dégâts physiques, mais qui restent très minimes concernant le contenu cellulaire. Et bien sûr, on dit toujours qu'il n'y a pas de fixateur idéal, mais le formol reste un fixateur idéal. Ça va d'une part. D'autre part, il faut savoir que la fixation ne dépend pas seulement du type de fixateur, elle dépend aussi du type du tissu. Vous savez que les tissus n'ont pas tous la même constitution. Nous avons un tissu mésenchymateux qui est richement vascularisé, nous avons la peau qui est plus dure parce qu'elle est revêtement cutané, nous avons l'os, et donc la fixation, elle dépend du tissu. Par exemple, quand on a un tissu gras, un tissu adipeux, le tissu adipeux, par exemple, quand dans la glande mammaire, il y a plein de tissus adipeux, et bien, la fixation est plus difficile,
temps, il faut dégrossir, donner le temps à la tête de se fixer, sinon on aura de très mauvais prélèvements. Donc le temps de la fixation, d'abord il faut savoir que la fixation doit être rapide, mais le temps il est en fonction de la constitution du tissu. On ne fixe pas une biopsie intestinale comme on fixerait une biopsie osseuse. Ce n'est pas la même constitution. Une biopsie intestinale, c'est une muqueuse de l'intestin, on peut la fixer en 2 heures de temps. Alors qu'une biopsie osseuse, il faut d'abord la décalcifier parce qu'il y a de l'os. Donc on va utiliser de l'acide nitrique d'abord pendant 1 heure de temps, ensuite replancher pendant 24 heures dans du format. Donc il faut savoir que la fixation, c'est vrai, elle doit être immédiate, elle doit être complète, il y a un volume à respecter, il y a un temps impératif à respecter, mais elle est aussi en fonction de la qualité du tissu et de la nature du tissu. Parce que sinon, si on a un tissu qui est très hémorragique, le sang il coagule, il durcit, et bien ça va nous donner des blocs de paraffine qui sont très durs. Et quand ils sont très durs, ils vont être très durs, très difficiles à couper. Quand on a un tissu gras qui n'a pas été suffisamment fixé, ça va nous donner des blocs de paraffine qui sont pâteux et donc impossibles à couper. Hein? Donc vous voyez, tous ces paramètres doivent être pris en considération. Donc je vous ai donné le type de fixateur physique et chimique qui est le plus important, qui est le format. Nous avions aussi d'autres fixateurs que nous avons abandonnés, tels que les fixateurs Le Brun, qui est de couleur jaunâtre, qu'on utilisait depuis longtemps, mais ça fait au moins 20 ans quand j'ai commencé l'anatomie pathologique, c'était Le Brun qu'on avait utilisé. Et là, maintenant, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on a abandonné, on utilise le format. Il y avait aussi le liquide de Carnois, qui est utilisé aussi pour les thyroïdes, ou alors pour certains prélèvements qui demandaient de la microscopie électronique, qu'on a abandonné aussi. On avait aussi d'autres fixateurs comme l'AFA, alcool, formol, alcool, c'était moitié alcool et 100%, moitié formol. Ils ont tous des formules chimiques qu'on préparait au laboratoire et qu'on a aussi abandonné. Avant aussi, il y avait d'autres fixateurs physiques que je vais vous citer, mais qui ne sont plus utilisés. Avant, on faisait la fixation par la chaleur. Qu'est-ce que c'est que la fixation par la chaleur? Le principe était le même. Le principe était toujours de coaguler les protéines. C'était une manière de fixer par la chaleur. C'était dans le seul but de coaguler les protéines. Mais les résultats morphologiques microscopiques étaient catastrophiques. Parce qu'entre-temps, on désaltérait certains constituants. Donc c'était mauvais. Il y a eu aussi la fixation par dessiccation à l'air libre. Pour les pièces opératoires, elle a été complètement abandonnée. Par contre, elle reste utilisée pour certains étalements cellulaires, pour certains frottis cellulaires. Par exemple, quand on fait un frottis de moelle, on fait un étalement sur les lames. Hein, c'est juste un étalement, on écrase sur les lames et on fait une dessiccation à l'air libre. On en fait une cytoponction thyroïdienne. On met une goutte, donc on aspire une petite goutte de la thyroïde, on la met sur de lames, on étale sur de lames et on fait sécher à l'air libre. C'est une dessiccation à l'air libre qui est une dessiccation qui se fait dans l'immédiat, mais qui doit toujours être complétée par un fixateur chimique, tel que l'alcool épais. On le fait aussi pour certains, le frottis cervico-vaginaux quand on n'a pas de fixateur, mais juste après, quand les lames arrivent, donc on fait les lames pour un frottis de bois. Ou la frottisson vient aussi. On fait une goutte de sang sur les lames, on fait un frottis, on fait étaler. C'est juste pour coaguler la goutte de sang sur la lame de verre instantanément. Et ensuite, on doit impérativement la plonger dans de l'alcool éther. Donc, cette dessiccation à l'air libre est impérativement suivie, c'est-à-dire pour la conservation, il faut qu'elle doit être conservée 24 heures dans de l'alcool éther, dans un fixateur chimique, parce que le fixateur des prélèvements cytologiques, on va aborder la prochaine fois les prélèvements, c'est l'alcool éther. Par contre, le fixateur pour les prélèvements tissulaires, pour les
procédés opératoires, les ponctions biopsies et les biopsies, c'est le formol, ce n'est pas les mêmes fixateurs. On a aussi la fixation à basse température. La fixation à basse température est toujours une fixation qui est faite, mais elle est toujours de mise, mais elle est demandée surtout pour certains examens. Qu'est-ce que c'est qu'une fixation à basse température? C'est en fait une cryocongélation. C'est une congélation. Donc on fait congeler, on congèle le prélèvement qu'on nous donne. Donc là, ça se fait toujours, ça se fait plus part pour la conservation à des fins de recherche de biologie moléculaire, dans le cadre de la recherche. Donc on a des prélèvements, par exemple, j'ai un ganglion pour un enfant, et je voudrais faire après certains examens comme une hybridation in situ ou une recherche de génome, etc. Et bien on prend les petits prélèvements, on les met à moins 40 instantanément de l'azote liquide et on les congèle à moins 40. On les garde aussi longtemps que possible. Et on fait aussi une cryodésication ou une congélation quand on nous demande des examens extemporanés. C'est-à-dire, parfois, il arrive que nous avons un patient qui se fait opérer pour un processus tumoral et le chirurgien peut être guidé sur les marches des xérès ou les berges des xérès. Et là, pendant que le patient est au bloc opératoire et qui se fait opérer, on demande au pathologiste de donner son avis sur les prélèvements. Est-ce qu'il est en zone tumorale? Est-ce que tout est tumoral? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dans une thyroïde, on a 2 lobes. Il y a un nodule au niveau de la thyroïde. Donc, ils enlèvent le premier nodule, ils nous l'envoient. On voit, est-ce que c'est un nodule qui est bénin? À ce moment-là, on arrête le lobe et c'est bon. Mais si le nodule est malade, il devrait enlever toute la thyroïde. À ce moment-là, il enlève la thyroïde. Quand on enlève complètement la thyroïde, il faut mettre le malade à vie sous traitement substitutif qui est le lévothyrox. Par contre, si on lui répond qu'il s'agit juste d'une hyperplasie, il revient. D'accord? Donc, il y a l'examen extemporané qui quitte le geste chirurgical. Et pour ce faire, donc, dès qu'ils envoient le prélèvement, on le met dans un appareil qu'on appelle cryostat, qui fait congeler le prélèvement à moins 40 degrés. Donc, il le fait passer à une très basse température. Ça va nous permettre de faire des petits prélèvements de quelques microns qu'on met sur des lames, qu'on colore instantanément. Ça demande 20 minutes. On répond bénin ou malin et ça fait diriger le geste chirurgical. Ensuite, ce prélèvement est remis à température ambiante. Il va être encore refixé dans du formol et on fera les examens habituels pour confirmer l'examen extemporané. Parce qu'il faut dire qu'un examen extemporané a une efficacité-qualité qui est de 90%, il n'est pas à 100% effectif. Et en plus, il ne nous donne pas le droit d'avoir un bloc de paraffine sur lequel on pourrait revenir pour le diagnostic et faire une deuxième analyse. Donc, on doit impérativement garder ces blocs parce que ce sont des archives. Les prélèvements chez nous, c'est comme des archives de l'état civil qu'on doit garder et qu'on doit revenir dessus. Donc, c'est ça la fixation à basse température qui est donc faite soit à des fins de recherche de biologie moléculaire ou alors à des fins d'examen extemporané qui est fait par le chirurgien et le pathologiste en même temps. Donc, c'est ça les principaux fixateurs physiques. Les fixateurs chimiques, je peux vous les rappeler, je vous les ai rappelés. Il y a ceux qui sont aqueux, ceux qui sont alcooliques, c'est-à-dire ceux qui sont dissous dans de l'eau, comme le formol ou le bois, et ceux qui sont dissous aussi dans de l'alcool. Je vous en ai parlé de l'alpha, alcool, formol, alcool. Le but de la fixation, pourquoi on fixe déjà pour faire son examen, et aussi pour s'opposer à l'autolyse des prélèvements. Parce que si on fait un prélèvement et on le laisse à la libre, c'est un prélèvement qui va complètement s'autolyser sous l'effet des enzymes cellulaires. Les enzymes, elles vont être sécrétées à l'air ambiant, ils vont faire une autolyse d'une part, d'autre part à la distorsion, donc à la modification de forme, parce que quand il fait très chaud, ça va se rétracter, ça ne va pas plus garder la même chose, et bien sûr, c'est aussi s'opposer à tout un tas de bactériennes, parce que les bactéries, avec le formol, ça ne marche pas. Avec ça qui coûte chez nous, c'est pas la peine d'y passer. Donc, le choix de
il doit être important, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça permet de poursuivre le but de l'examen. Nous permettra aussi, quand on fait une bonne fixation, on a un bon diagnostic. Ça nous permet aussi d'avoir un bloc de paraffin qui est très bien fait, sur lequel on peut revenir pour des examens complémentaires. Parce que je vous ai dit que la coloration primordiale était les maladies, qui nous permet de faire un premier diagnostic, mais après, on est amené parfois à revenir sur ce bloc de paraffin, sur ce prélèvement, et à demander d'autres examens complémentaires, c'est-à-dire à rechercher les mucines, à rechercher s'il y a de l'amylose, à rechercher autre chose. Ça nous permet de revenir donc dessus, de retravailler le bloc, de faire d'autres examens complémentaires et aussi faire même des examens d'immunohistochimie pour donner une idée sur le diagnostic et sur la thérapeutique. Comment on fixe? Alors la fixation, il y a un volume à respecter. On doit respecter le volume du fixateur doit être égal 10 fois le volume de la pièce. Donc quand on a une grosse pièce, on doit la submerger pour qu'elle émerge, pour que le formol l'émerge totalement. Quand on a tout prélèvement doit avoir un volume inférieur 10 fois au volume du fixateur. C'est-à-dire que le format doit être 10 fois plus important que le volume de la pièce à fixer. Et bien sûr, on choisit en fonction du coût, de la disponibilité, etc. Mais le plus important, c'est de choisir un fixateur idéal. Il est fixé sur sa vitesse de pénétration et c'est le fixateur qui va nous permettre de poursuivre le but du diagnostic. C'est-à-dire qui va nous permettre de faire d'autres examens complémentaires et de pénétrer rapidement dans une pièce. Donc le bon fixateur, c'est simple. C'est celui qui doit impérativement être isotonique, c'est-à-dire qu'il est neutre, isotonique, il n'est ni basique ni acide, d'accord? Donc il ne va pas faire une interaction chimique avec le prélèvement, il doit pénétrer très vite dans le tissu et il doit provoquer le minimum de dégâts. Et celui qui provoque le minimum de dégâts, c'est bien le format. Bien sûr, un fixateur, on devrait aussi le choisir en fonction des interactions. Donc, c'est un fixateur qui doit être très stable dans le temps et provoquer, qui doit être très inoffensif dans sa manipulation. C'est-à-dire, quand on le manipule, il doit y avoir très peu de dégâts. Donc, il doit être inoffensif dans sa manipulation et très stable dans le temps. Mademoiselle là-bas et monsieur, vous avez un Facebook, vous avez quoi sur table là? Vous avez quoi? Vous suivez sur une tablette ou... Je peux voir? Juste comme ça. C'est un iPhone, c'est une tablette, c'est un jeune homme. Parfait. Très bien. Je te remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est un peu clair? Là, c'est du chinois. J'ai parlé chinois, j'ai parlé charabia, j'ai parlé quoi? C'est clair. Un peu chinois? Ça va? Un peu chinois. Vous avez compris? Très bien. Donc, j'espère que la prochaine fois, il y aura Tata Show. Ceci, je dis, c'est pas une obligation, mais je serais contente de voir des petits binômes ou des petits groupes de 5 à 6 à passer. Ils passeront pour moi pour avoir une idée. Et puis, j'espère qu'on fera tout ça par un télé, d'accord? Et s'il te plaît, tu signales le problème du cas et tu leur dis que l'enseignant ne n'a pas parlé chinois, on n'a rien compris. D'accord? Parce que c'est impératif. Surtout la prochaine fois, je vais vous expliquer des choses qui sont un petit peu abstraites, sans qu'il y ait un écran qui fonctionne. Je vous remercie. Merci. شتي انا كي ما كانش داطاش ومضرب في الحيط يجيني النعاس نعيا كي شغل